C'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a quelque chose derrière justement ce simple sésame, ce simple bout de papier, et quelque part on valorise en fait une expérience qui est tacite. On valorise quelque chose qui est Mais on implicite. n'est pas prêt pour y arriver en France. On n'est pas prêt, on commence à le faire. Ça Surtout commence, avec l'IA. mais Les justement ça c'est commence à se faire de plus en plus. hein. L'IA va peut-être nous permettre de détecter ces signaux faibles, de les valoriser, et en fait ça va se faire parce que mécaniquement on a aussi une, comment dire? Une pénurie sur le marché du Ouais. travail de ces différents profils-là, et donc ça peut commencer à avancer un petit peu. Bonjour à tous, vous êtes sur À bout de taf, le cycle décideur et aujourd'hui je suis avec un invité, Erwan Tison, économiste et directeur des études à l'Institut d'entreprise. Nous allons aborder la question épineuse, faut-il dominer la technologie pour qu'elle ne nous domine pas? Une forme de renversement de la destruction créatrice à la Schumpeter. Posons d'abord le cadre. Le travail est-il reconnu à sa juste valeur quand il est disrupté? Il y a quelques semaines, une étude signée par des chercheurs d'HEC a dit quelque chose que beaucoup pressentaient sans oser le formuler. Ce n'est pas la fiche de paye qui explique le vote polarisé en France, mais bien le vécu du travail. La confiance ou son absence, le sentiment d'appartenir à quelque chose ou de n'appartenir à rien. Sur près de 4000 salariés du privé interrogés, les auteurs observaient un phénomène simple et vertigineux. Deux collègues, même métier, même salaire, même CSP, peuvent glisser des bulletins radicalement opposés dans l'urne. Ce qui les différencie ne se lit pas sur leur bulletin de salaire, ce qui se vit plutôt dans l'open space pourrait l'identifier. Ça se joue à la pause déjeuner, que l'on prend seul ou pas. Ça s'entend dans la réunion où une idée est entendue ou ignorée. Il y a des travailleurs inquiets, en colère, et ceux qui sont atones, absents. Pendant ce temps, les gains de productivité s'épuisent, les prélèvements rongent le salaire net et le revenu disponible stagne, en particulier quand le pouvoir d'achat tremble. Le travail coûte de plus en plus cher à l'entreprise et rapporte de moins en moins aux salariés. Vérité ou mythe? Nous allons pouvoir en débattre aujourd'hui avec Erwan. Merci beaucoup pour Bonjour, avoir avec accepté plaisir. cette invitation. Pour commencer, est-ce qu'on pourrait en savoir plus déjà sur votre travail? Qu'est-ce que ça veut dire être économiste aujourd'hui? Économiste, c'est-à-dire, quelque part, moi j'aime bien dire éclairer le réel, heu, parce qu'on se retrouve effectivement dans une, on est abreuvé de chiffres, on est abreuvé de données, on est abreuvé de concepts, et modestement, moi, mon travail en tant qu'économiste, surtout directeur des études d'un think tank, de l'Institut de l'entreprise, c'est d'essayer à la fois de trouver les grandes thématiques, qui structurent un peu le débat et qui structureront demain, et essayer de définir les différents leviers à activer pour retrouver un peu de prospérité économique dans le pays. Donc c'est essayer vraiment de faire la différence entre le ressenti et le réel, entre les intuitions et les données, la statistique, et essayer de tracer un chemin tout simplement de réflexion et puis après de réforme pour essayer de re voilà, d'améliorer, d'adapter notre économie aux mutations, qu'elle subit actuellement. Donc d'une certaine manière, vous passez vos journées à analyser des chiffres. Et à lire beaucoup, à écouter et puis aussi à discuter, à brainstormer, à échanger avec des experts et puis avec des chefs d'entreprise, des faiseurs, des salariés pour essayer d'avoir un petit peu des ressentis terrain, voir un petit peu des remontées de ce qui se passe dans la vie réelle au-delà des tableaux Excel. Il y a l'aspect macro effectivement qu'on peut observer à travers des chiffres, mais il y a aussi cette dimension micro, cette dimension vécue, expérimentation qui là est essentielle, et c'est important justement de voir ce qui se passe dans la vraie vie au-delà du tableau Excel. Est-ce que la microéconomie peut inspirer réellement l'économiste que vous êtes? Alors moi, j'ai une formation de macroéconomiste, donc je suis un petit peu Hmm. biaisé sur cette question, mais je pense que les 2 sont très importants parce qu'il y a ce qu'on voit effectivement à travers les chiffres macro, mais vu qu'on raisonne souvent en moyenne, c'est compliqué effectivement d'avoir, la réalité de la dispersion autour de cette moyenne-là, et donc c'est bien effectivement aussi de rencontrer, des entreprises de tout terrain, de tout type, de toute typologie, de tout secteur, de toute activité, pour avoir réellement ce vécu, pour avoir effectivement cette incarnation de cette moyenne au niveau concret, au niveau terrain. J'ai entendu un mot qui me plaît beaucoup, celui de la prospérité. Mmh. Je trouve que malheureusement, on n'en parle pas assez. Est-ce que aujourd'hui, on peut encore parler de cette prospérité alors qu'on parle plus souvent de décroissance? Il y a 2 choses, on parle de alors je pense que le discours décroissant comme étant un objectif en tant que tel, est passé, heureusement quelque part, parce que je trouve que c'est un discours mortifère, hein,
d'appeler à une décroissance ou simplement c'est à appeler, tout simplement à plus de pauvreté quand on regarde la distribution, telle qu'elle est réellement. Par contre, quand on observe malheureusement la réalité, on se rend compte qu'on est dans une, non pas décroissance, mais ralentissement de la croissance. Et on a effectivement, la France est enfermée dans une espèce de trappe à basse croissance ou en tout cas à faible croissance, à croissance atone depuis une quinzaine d'années et malheureusement ça a des répercussions concrètes aujourd'hui sur notamment le pouvoir d'achat. Parce qu'on en reparlera je pense après, mais le ralentissement de la croissance, vu qu'il se fait par le ralentissement de la productivité étant le principal moteur de l'augmentation des salaires, le salaire étant le principal moteur de l'augmentation du pouvoir d'achat, de facto, malheureusement, le ralentissement de la croissance induit un ralentissement du pouvoir d'achat. Et donc on a ce sentiment aujourd'hui qui est, je pense, de plus en plus prégnant et de plus en plus diffus dans la société française, d'avoir à la fois une impression que on va vivre moins bien que vivaient, nos parents au même âge et que nos enfants vivront peut-être moins bien que ce que nous on vit actuellement. On a publié un baromètre, avec le Cevipof qui illustre bien cette dimension-là, où en fait là où avant on avait une proportion de personnes qui pensaient qu'on allait mieux vivre que nos parents, et que nos enfants vivraient mieux que nous dans les prochaines années, en fait c'est rapproché, de la statistique disant qu'on vivra moins bien que nos parents et que nos enfants vivront moins bien que nous. Donc on a quand même ce pessimisme assez ambiant qui est de plus en plus important, je trouve. Et de 2, c'est ce sentiment qu'ont la plupart des salariés d'être tout simplement dévalorisés d'un point de vue salarial. Parce qu'avec cette idée que le travail ne paye plus aujourd'hui, et que le salaire net, en fait, tout simplement, malheureusement, est trop faible par rapport à la fois aux aspirations des gens et puis à la fois au travail qu'ils ont l'impression de fournir. Et ça, c'est l'implication concrète et empirique, du ralentissement de la croissance. Vous parlez de moteur cassé. Comment on réparer? Parce qu'en l'occurrence, et même, à votre place, on a eu des entrepreneurs, des dirigeants de think tank, on sent bien qu'il y a effectivement un pessimisme, mais aussi une énergie, une envie, de réparer ce moteur. On a l'impression d'être, devant une montagne, qu'on ne peut plus escalader. Il y a 2 choses effectivement, il y a la volonté et il y a la réalité. Déjà pourquoi je parle de moteur quand je parle de productivité? C'est essentiel parce qu'on a tendance à l'oublier, on a cette vision quand on parle de productivité, d'être un peu dans le productivisme et donc du coup d'être, limite dans une vision très staccanoviste en fait. Mmh. La productivité, c'est très simple en économie. Qu'est-ce que c'est? C'est la quantité de richesse, la quantité de valeur ajoutée que je peux produire en une heure de travail donnée. Avant, c'était très facile à mesurer, à l'époque industrielle parce que vous aviez une personne qui était sur une chaîne de production, vous comptiez le nombre de boulons qui étaient produits par heure. Le boulon étant vendu X euros, la personne ayant produit Y boulons, du coup, elle avait, produit X fois Y, de richesse. Aujourd'hui, dans une économie qui est beaucoup plus servicielle, qui est beaucoup plus informatisée, qui est presque diffuse, c'est beaucoup plus compliqué de mesurer la productivité et on se retrouve avec une difficulté de mesure de la productivité, mais en même temps une mesure qui montre que la productivité décline. En tout cas ralentit très fortement, la croissance ralentit très fortement de cette productivité depuis une quinzaine, vingtaine d'années et c'est encore plus marqué depuis la crise du Covid. Or, quand la productivité, c'est bien le moteur de notre prospérité, parce que comme je le disais avant, c'est la productivité en fait qui fait progresser le salaire. Le salaire ne dépend L'augmentation de salaire ne dépend pas d'autre chose que de la productivité. Pour l'illustrer, par exemple, dernièrement dans un édito pour le média Les Électrons libres, j'avais pris l'image du boulanger. Un boulanger, par exemple, qui produit 10 baguettes de pain, par heure, si jamais il fait, 10 centimes de bénéfice sur chacune de ces baguettes, il ne pourra pas espérer avoir plus d'1 € de revenus par heure et donc du coup, s'il veut passer à 2, il va avoir il va produire 20 baguettes de pain, ou alors augmenter les prix ou alors automatiser pour faire en sorte de produire plus. Donc on peut la question du revenu, du salaire est intimement liée à celle de la productivité et par capillarité, vu que le salaire, c'est sur le salaire que est indexé sont indexées les retraites, les cotisations sociales, les cotisations patronales, les cotisations famille, l'impôt sur le revenu, donc quelque part tout le financement de notre sphère sociale et une grande partie du financement de la sphère publique, et ben, si la productivité est en panne, mécaniquement les salaires ne peuvent plus augmenter, donc mécaniquement, c'est toutes les autres dépenses qui soit ne peuvent plus augmenter, soit ont une augmentation qui se fait par la dette. La dette, ce qu'on observe aujourd'hui et donc effectivement, on a mécaniquement aujourd'hui cette productivité qui est complètement à l'arrêt et c'est pas la faute des salariés qui seraient tout d'un coup devenus, averses au Paresseux. travail, paresseux ou qui auraient une épidémie de flemme à travers le pays, non. C'est pas la faute des employeurs qui seraient des méchants patrons et qui Mmh. n'arriveraient pas en fait, c'est plutôt un problème de métastructure et c'est ce que nous disent d'ailleurs la plupart des études, c'est que premièrement, on a des postes de travail qui sont pas forcément adaptés à la révolution technologique que l'on a aujourd'hui. Il y avait, dans les années 90 cette fameuse phrase
de Robert Solow qui disait: «On voit des ordinateurs partout sauf dans la croissance». Maintenant, on a un peu le même problème avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on a une technologie, alors qui est encore assez récente, il faut peut-être avoir un peu de patience, mais qui nous promettait effectivement monts et merveilles en termes de gains de productivité. Pour l'instant, ça ne s'observe pas encore. Pour d'autres raisons, je pense on verra après. Deuxièmement, il y a comment dire? Il y a des effets mécaniques qui sont dus aussi à la faiblesse des investissements et on a aujourd'hui malheureusement des investissements, notamment dans les différentes technologies, mais aussi dans l'automatisation, dans la robotisation, dans tout ce qui pourrait potentiellement générer de la productivité qui sont très faibles. Pourquoi est-ce que c'est relativement faible ce genre d'investissement? Tout simplement parce que là encore, les entreprises n'ont pas les marges de manœuvre pour pouvoir investir. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas les marges de manœuvre? Parce que dans le partage de la valeur ajoutée, donc quand vous partagez les richesses qui sont créées par les entreprises, la part salariale, malheureusement, est de plus en plus forte. Alors, malheureusement, j'expliquerai pourquoi, mais aujourd'hui, quand on regarde dans tous les pays européens, c'est en France où les salaires prennent le plus de place dans la valeur ajoutée. L'OFCE a sorti une étude il y a quelques semaines de ça, où ils nous expliquent que c'est quasiment 80% de la valeur ajoutée qui est captée par les salaires. La masse salariale Euh, pèse sur, les Voilà, coûts, tout à fait. d'une entreprise. Sur la répartition de la valeur ajoutée, de la richesse créée. Et donc, plus vous avez On effectivement peut pas investir. voilà, On exactement. peut Et pas donc, mettre de côté de l'argent pour investir. exactement et mécaniquement, c'est la part des investissements qui se baisse et pourquoi je dis malheureusement, c'est pas que j'appelle à une baisse des salaires, pas du tout, mais c'est que vu qu'on a toujours c'est pas un problème de répartition du gâteau, c'est un problème de taille du gâteau. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà, exactement. En fait, le problème, si on va encore plus loin, c'est une question de la demande. Il y a pas assez de demande pour ce gâteau Il y a pas assez de demande, il y a même pas assez et de le prix du gâteau n'est pas assez élevé. C'est pour ça que c'est pour moi, ça, il y a 2 problèmes parce qu'on a d'une certaine manière paupérisé le gâteau en pensant qu'on allait c'est un peu la métaphore que je pourrais utiliser, pour les voitures françaises. Des voitures françaises, je suis désolée pour, mes amis, des grandes marques, automobiles françaises, mais elles sont dans la classe moyenne des voitures. Sauf que, la classe moyenne des voitures aujourd'hui, elle coûte quand même très cher. Il y a un sondage il y a pas longtemps qui est sorti qui disait qu'en fait, les marques françaises décevaient les acheteurs par rapport à leur positionnement. Ils s'attendaient à quelque chose et qu'en fait derrière, le niveau de service et le niveau du produit en lui-même, de fonctionnalité n'était pas adapté. Donc on est dans une forme de moyennisation du service qui ne permet pas de sortir du plancher, salarial ni d'investir, de faire du luxe en fait pour, le travailleur français. mais et qui est dû aussi parce que justement cette valeur ajoutée, quand vous regardez si on a un Oui. problème effectivement de poids des salaires dans la valeur ajoutée, c'est pas parce que les salaires sont trop élevés, mais c'est parce que la valeur ajoutée malheureusement est trop faible. Parce que justement, on a un gros problème de création de richesses ces dernières années dans ce pays qui s'est quand même fortement ralenti et qui s'est ralenti aussi parce que, vous avez ce qu'on appelle un coût socialo-fiscal, tout simplement un poids des prélèvements obligatoires qui pèse directement sur le travail, qui est absolument délirant. La France est le pays aujourd'hui qui fiscalise le plus le travail de tout l'OCDE. Vous avez d'autres pays, par exemple, comme les pays nordiques, qui ont fait le choix d'asseoir leur fiscalité sur le revenu, donc avec un impôt sur le revenu très important, mais un travail qui serait beaucoup plus fiscalisé, donc quelque part qui pèserait moins sur la production. Et nous, on combine à la fois un impôt sur le revenu qui est relativement faible par rapport aux autres, mais qui est restreint sur une petite assiette, avec un coût du travail qui est très important et des impôts à la production qui sont là aussi très importants. Donc on cumule un petit peu les failles de tous les différents systèmes et ça pèse effectivement sur la capacité des entreprises à produire et donc du coup sur notre productivité à long terme. Mais est-ce que ça ne dit pas aussi quelque chose de travail à la française? Parce que d'une certaine manière, on enfin, si on reprend la question, voilà, de la métaphore de la voiture à la française, on considère sur pas mal de métiers qu'il y a un savoir-faire, qu'il y a Mmh. une excellence et ça se voit, en l'occurrence dans les balances commerciales, que ce soit, au niveau de l'aéronautique, voire, du nucléaire. Enfin, il y a pas Du mal de luxe aussi. voilà, du luxe. Il y a des même si le luxe en ce moment, a quelques difficultés en bourse. Maintenant, on se réveille pour réindustrialiser, mais ça nous a pris 15 ans. Oui, plus que ça même, en fait le principe de la désindustrialisation française, il tient principalement à un déficit de compétitivité. Mais là encore, déficit de compétitivité qui s'est fait sur 2 choses. Premièrement, on a décidé collectivement, au Qu'on dé voulait plus de chaînes d'ouvriers. voilà, tout à fait. Voilà. Déjà, premièrement, alors pour des raisons politiques, pour des raisons syndicales, et cetera.
Et deuxièmement, on a au moment où le monde s'est ouvert, au moment où on a intensifié la mondialisation, on a décidé d'augmenter Mmh. justement le poids fiscal sur l'industrie. Ce qui fait que, bah, quand vous vous retrouviez effectivement, il y a un exemple qui est très flagrant sur lequel j'avais pas mal écrit, qui était, le Monsieur Cuisine, vous savez, de Lidl versus un Thermomix. C'est 2 appareils qui sont aux performances à peu près identiques. Sauf qu'il y en a un qui est fabriqué en France à côté de Nantes et l'autre qui est fabriqué en Chine, à l'autre bout du monde. Et ben, quand vous avez justement, Lidl, pour pas le citer, qui fait la distribution d'un dépôt du produit fait Mmh. en Chine, vous avez des queues, attendant Mmh. de clients attendant justement devant et derrière vous avez une baisse de la demande pour le produit, français qui est à performance égale est quand même beaucoup plus cher. Mais pourquoi est-ce qu'il est plus cher? Tout simplement parce qu'il est plus fiscalisé, parce qu'on a un coût du travail qui est beaucoup plus important que ce qui peut se faire à l'autre bout du monde et on a des impôts de production qui malheureusement font que les entreprises françaises, quand elles rentrent dans la compétition mondiale, eh ben, elles ne rentrent pas avec les mêmes armes. C'est comme si elles voulaient courir. On était tous sur la ligne de départ d'un marathon. Les entreprises françaises, on leur mettait 20 kilos de pierre dans le sac en disant: vous inquiétez pas, ça va bien se passer parce que vous êtes made in France. Bah, malheureusement, au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas. Bah, surtout que d'une certaine manière, en fait, le calcul ne fonctionne plus parce que, même le marché français, à supposer qu'il soit suffisant pour ces entreprises qui produisent en France, ce qui n'est pas du tout prouvable, hein. Je pense que c'est pas du tout le cas, mais c'était ça l'hypothèse de base. C'est on va avoir des consommateurs français. Mais en fait, aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Français ne permet plus de consommer, même ce qui est, on va dire, designé en France. On a laissé tomber la production, on va dire, designer, que ce soit du prêt-à-porter, jusqu'à je sais pas, du téléphone, des écrans ou quoi que ce soit. On n'a plus les moyens Mmh. d'acheter, des produits français. On préférera, du Shein ou bien, du YesStyle ou je sais pas quoi, même du maquillage, hein, même le maquillage aujourd'hui, et je peux comprendre et acheter, de l'autre côté de la planète et là, il y a pas de problème, vis-à-vis du coût, écologique. C'est le grand paradoxe français, effectivement, c'est que d'un côté, on adore le made in France, mais Mais on l'achète pas. ça, c'est le côté lecteur, mais le consommateur qui, au final, C'est vote même pas plus avec électeur, hein! bah, les Une lecteurs, si, partie de oui, une partie l'électorat. électorat, mais quand on regarde même les sondages d'opinion, quand on regarde, il y a une volonté justement de valoriser le made in France, mais on le valorise avec sa carte d'électeur, mais on ne le valorise pas avec sa carte bancaire. Et c'est ça aussi qui explique une partie de notre désindustrialisation, c'est parce que c'est un peu le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire que vu que on a surfiscalisé notre production, donc notre industrie, pour 2 produits identiques, en tout cas à qualité d'apparence identique entre un made in France et à l'époque c'était d'abord made in Italie, puis après made in Pologne, puis Mmh. après maintenant made in China. On s'est dit: «Bah, on va plutôt acheter le produit le moins cher», donc on est allé vers le moins 10 ans, tarifaire et donc du coup, mécaniquement, on a diminué les revenus des entreprises qui produisaient en France. Vu qu'on a diminué les entreprises qui produisent en France, on a mécaniquement augmenté le chômage parce que ces entreprises disparaissaient. Ces entreprises-là sont passées tout simplement de, hem, versant des cotisations et versant des impôts, on est passé d'entreprises contribuables à des entreprises qui étaient plutôt allocataires. Donc mécaniquement, ça a fait baisser l'assiette fiscale sur laquelle on reposait. Donc du coup, pour à dépenses constantes, maintenir le même niveau de dépenses publiques, on a dû augmenter la charge fiscale sur les entreprises qui restaient. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de J'ai suite. pas envie de déprimer les auditeurs, mais je suis quand même déprimée. Mais Il faut pas, il y a des non, raisons de se réjouir. il faut pas, c'est l'objectif, c'est de voir quelles sont les solutions qui sont possibles. Qu'est-ce que peuvent faire réellement les entreprises aujourd'hui? Parce que les entrepreneurs que je connais, ils tiennent encore parce qu'ils se serrent la ceinture à fond pour investir encore. Mmh. Mais ça, c'est parce qu'ils sont encore au capital. Mais les autres, forcément, ils veulent chercher de la marge et toute la question aujourd'hui, c'est le problème des marges même des entreprises internationales. C'est qu'on voit depuis quelques années qu'il y a visiblement, une demande à améliorer les marges des entreprises. Et les entrepreneurs aujourd'hui, ils font ce qu'ils peuvent et je vois qu'il y a un courage et une détermination qui est très forte, chez eux et surtout ce qui les caractérise le plus, c'est cet optimisme que je trouve, à toute épreuve. De Mmh, toute façon, c'est la nature même de l'entrepreneuriat. Si on n'est pas optimiste, il faut pas entreprendre. c'est ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils font déjà beaucoup. Ils cherchent effectivement à comprimer au maximum les coûts pour essayer d'augmenter leurs marges, d'aller chercher sur des marchés émergents Oui, d'autres poches de croissance, d'essayer de repositionner leur gamme, d'essayer d'automatiser au maximum. Il y a aussi cette résilience française qu'on pourrait même qualifier de génie français qui est quelque part, séculaire, hein, et qu'on a observé dans plein de domaines et dans plein d'époques, et qui en fait se matérialise aujourd'hui par cette résistance des entreprises. Quand on regarde les chiffres notamment de la croissance et les chiffres d'activité des entreprises, malgré un contexte politique, fiscal
géopolitique et mondiale qui est quand même, tout sauf souriant, elles arrivent quand même encore à tirer leur épingle du jeu et à offrir une certaine résilience. Moi, je pense que je suis libéral par nature. Je pense que l'État ne doit pas aider les entreprises Ah non, mais plus que surtout ça. pas, Mais je surtout pense que pas. l'État doit arrêter justement de leur, de mettre du coup ces 20 kilos de pierres dans le sac Mais à dos avant de courir le marathon. quand on voit certaines études sur est-ce que la productivité a été améliorée par, le changement numérique, ce n'est pas si positif que ça. On n'a pas de chiffres clairs sur ça. Est-ce que ça a été positif ou pas? Bah, parce qu'on a du mal à le mesurer déjà, parce que c'est encore assez récent, donc il y a une recherche économique qui est en cours d'analyse. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une difficulté comment dire? D'appropriation générale de ces nouveaux outils-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des process qui sont beaucoup trop importants encore. La suradministration et imposée aussi par l'État, hein, et surtout comment dire? La surjudiciarisation des différentes décisions auxquelles est confronté un responsable, économique, un responsable d'entreprise, font que, il a plutôt une incitation, il a plutôt intérêt de manière exogène à cause justement des pressions, administratives, de l'État, à augmenter le nombre de ces process et augmenter le nombre de ces contrôles en interne. Et ça, mécaniquement, ça profite pas à la productivité. Pourquoi? Parce que vous créez d'une part du désengagement de la part de vos salariés qui, en fait, du coup, voient leur liberté d'action, bridée par justement cette hyperprocessisation due à cette hyperadministration, et de l'autre côté, on est obligé de créer énormément de couches, intermédiaires qui sont là exclusivement pour faire du reporting et du Oui. contrôle et pas de la créativité et pas justement de la croissance tout simplement. Donc c'est pour ça que l'IA aujourd'hui, on voit pas encore les effets parce que c'est encore récent, parce qu'il manque cette acculturation, parce qu'on a des hétérogénéités très fortes aussi par contre dans l'acculturation. On voit que certaines entreprises qui ont réussi à s'acculturer sur cette technologie-là font des bons de croissance et des bons de productivité, d'autres n'ont pas encore, sont un peu comme les lapins dans les phares d'une voiture parce que c'est-à-dire ils en entendent parler, mais sous le prisme anxiogène, parce que c'est ce qui fait vendre le plus de journaux et de papier. Et Et puis ça coûte cher, il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que pour certaines entreprises, je parle des grands comptes, oui, elles vont être obligées de revoir tout leur système SI, de revoir aussi le nombre de licences parce que en fait, ce qui coûte pas cher, c'est a priori de tester, mais quand on commence à voir tout à à fait. grande échelle sur des dizaines de milliers de salariés, voire Mmh. plus que ça, Oui, parce qu'il y a une dimension systémique en fait. C'est voilà. c'est toute une organisation qu'il faut revoir. C'est toute une organisation qu'il faut revoir. C'est accepter aussi que certaines compétences, certains talents en interne ne sont plus forcément plus pertinents, donc il faut repositionner ces personnes-là sur d'autres postes en capitalisant sur des compétences tacites ou des compétences, qui sont complémentaires à la machine. Ça sous-entend aussi de repositionner l'importance de certains services. Ça sous-entend aussi d'avoir des coûts d'investissement dans la structure et dans les infrastructures très importants. Donc effectivement, ça a un coût. Ça a un coût et c'est pour ça que on observe, hein, que ça pivote, notamment en France. En fait, on se rend compte que on pensait avoir du retard encore jusqu'à l'année dernière et il y a quelques études qui nous montrent, notamment des études européennes, qui nous montrent qu'en fait, on serait peut-être un peu plus en avance que la plupart de nos voisins européens parce qu'on a cette capacité d'adaptation aussi qui est peut-être plus forte qu'on peut avoir, et cette capacité de résilience qui est plus forte qu'on peut avoir dans d'autres pays. Prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'on veut protéger l'emploi, mais il coûte tellement cher malheureusement que finalement un décideur rationnel, qui a du mal à même, sauvegarder, 50, il va essayer de sauvegarder 20 mais avec de l'IA. C'est-à-dire qu'il malheureusement, il y a des dilemmes qui vont être difficiles et des arbitrages qui vont être difficiles. Oui, tout à fait, et c'est d'ailleurs une différence qu'on a avec les pays nordiques, c'est qu'on a tout misé, on a créé un marché du travail qui est principalement assis sur des statuts. Et pas une protection. On protège ce statut-là et on protège pas l'individu. Ce qui fait que quand vous avez, quand un individu, par exemple, tombe au chômage, et ben, il va perdre énormément de droits qui sont attachés à ce statut suprême qui est le CDI, et donc du coup, ça va être extrêmement difficile pour lui, justement, de pouvoir avoir ce rebond-là, et c'est pour ça qu'on a une persistance d'un chômage de masse, de longue durée, notamment. Quand on dit chômage de longue durée, c'est plus de 12 mois, qui est très important, et c'est pour ça que contrairement à d'autres pays nordiques, nous, quand on tombe au chômage, vous avez 2 types de profils. Vous avez les profils qui sont plutôt qualifiés, qui sont plutôt des cadres en général, qui ont un taux de chômage frictionnel de 3 à 4 Mmh. et qui retrouvent un emploi dans les 3 à 6 mois, après, une perte d'emploi en moyenne. Et après vous avez d'autres et on voit bien que 3 à 6 mois, en fait, c'est une borne. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, vous avez vos compétences qui commencent à s'éroder et vous avez aussi une estime de vous-même qui commence aussi à diminuer, et c'est là où vous perdez beaucoup, et donc quand vous basculez sur
cette barrière de 6 mois, c'est beaucoup plus difficile de revenir justement sur le marché du travail parce qu'en plus, vous avez une perte de revenus qui est très importante. En France, on indemnise à peu près le chômage à 50 du dernier salaire. Au Danemark, on est à 80-90 et vous avez surtout au Danemark une prise en charge directe quelque part du demandeur d'emploi dans la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que si la personne perd son emploi, on va faire en sorte de lui donner de nouvelles compétences, de lui faire acquérir de nouveaux savoirs et savoir-faire pour justement lui permettre d'augmenter son employabilité. En France, malheureusement, les 2 sont complètement dissociés. Vous avez d'un côté la formation professionnelle qui est faite presque sur demande et pas forcément en lien avec les besoins du marché du travail et de l'autre côté, une indemnisation qui est très longue et qui est faite justement pour faire plutôt du traitement social du chômage et pas, un vrai accompagnement vers le retour à l'emploi. Et donc du coup, vu que cette c'est on surprotège les statuts plutôt que de protéger les personnes, on se retrouve dans ce que vous avez dit effectivement avec un coût, de transformation des structures, des emplois et des masses salariales, qui est très, très important et qui du coup ne pousse pas en fait qui n'incite pas les entreprises à pivoter plus rapidement sur ces transformations numériques. Et d'ailleurs, je suis souvent surprise des débats, qu'on peut avoir sur la guerre des talents, sur, la difficulté de trouver, des salariés, des travailleurs, un marché compliqué, enfin voilà, vous voyez la musique en question et d'une certaine manière, quand on voit le marché de l'emploi, on voit quand même qu'il y a pas mal de personnes qui sont en dehors, de ce fameux marché, qui sont malheureusement pour une durée un peu plus longue que les fameux 6 mois et que malgré des formations professionnelles, malgré, on va dire une énergie mise, et pas mal de choses, enfin, c'est très difficile sans réseau et avec cette fameuse durée Mmh. clapée ou Oui, tout à cliquée fait, cliquez, ouais. qui coupe en fait la prise de risque. Mmh. Parce que en fait, en gros, on est sur un marché du travail et de l'emploi qui ne gère que du risque. Qui ne gère que du risque et qui est à la fois est riscophobe aussi Oui, parce que on il ne veut pas, il veut tout faire pour éviter le risque. exactement et c'est des 2 côtés parce que Oui. ça se manifeste comment de la part des salariés? C'est effectivement: «Je vais pas démissionner pour aller prendre un autre emploi qui pourrait être plus lucratif ou plus intéressant», ou alors de changer de statut pour avoir quelque chose d'un peu plus fluide et de la part des recruteurs, c'est: «Je vais essayer de minimiser le risque» parce qu'un recrutement, ça coûte très cher et une fois que la personne est en poste et ben, mécaniquement, je pourrais pas m'en débarrasser, enfin pas, Mmh. on pourra pas se séparer d'un commun accord facilement et donc du coup, je vais prendre quelqu'un qui sera hyper qualifié, peut-être trop qualifié par rapport à l'emploi qui est ouvert et donc du coup, je vais valoriser beaucoup plus le diplôme que l'expérience. Mmh. Parce que le diplôme aujourd'hui, c'est moi je le regrette, mais c'est le signal qui est envoyé Le par le passeport. marché Mmh. exactement, en disant: «Bah, voilà, je sais faire ça». Alors le problème, c'est on s'accorde tous sur le fait que le signal est défaillant, mais qu'aujourd'hui, c'est malheureusement, c'est le seul signal dont on dispose réellement et à force de valoriser beaucoup plus, ce signal diplôme, qui quelque part est une rente, hein, Mmh. on valorise moi je Des suis corporations. J'ai l'impression d'avoir un oui! marché de corporations. Oui, des corporations, mais même plus que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas de diplôme, par exemple, quand vous n'avez pas le baccalauréat, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez eu des mauvaises notes en maths à 18 ans, mais quand vous en avez 50, vous avez eu 30 ans d'expérience professionnelle, plus 50 ans d'espérance de vie avec, énormément de choses qui, du coup, se sont jouées pendant votre carrière, que vous avez apprises, qui ne sont pas valorisées à travers ce diplôme-là. Mais aujourd'hui, factuellement, vous êtes moins employable pour le marché que la personne qui, justement, est bac plus simple. Est-ce que ça veut dire que vous avez des compétences qui sont moindres et notamment des compétences tacites ou des compétences recherchées, Mmh. à des compétences sociales, des compétences comportementales? Non, ça au contraire, elles peuvent des fois être beaucoup plus valorisées. Moi, j'ai quelques cas comme ça d'entreprises que je rencontre. J'ai rencontré il y a pas très longtemps une entreprise qui fait de la communication à côté de Nantes et dont le fondateur me disait qu'il cherchait un directeur ou une directrice générale, sans diplôme, par contre, mère de famille de plus de 55 ans. Il me dit: «Parce que moi, j'ai que des jeunes talents, qui sortent de l'école à bac+5 qui Il ont faut savoir les entre, gérer. 22» mais exactement, entre 22 et 30 C'est ans génial! et j'ai besoin de quelqu'un pour les gérer et qui de mieux qu'une maman, qui a eu, si possible, plusieurs enfants? M'en fous du diplôme, pas le bac, je m'en fous. Mais ça, c'est très américain. C'est très alors, je sais pas si c'est très américain, disons que je pense que c'est très humain. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a quelque chose derrière justement ce simple sésame, ce simple bout de papier, et quelque part on valorise en fait une expérience qui est tacite. On valorise quelque chose qui est Mais on implicite. n'est pas prêt pour y arriver en France. On n'est pas prêt, on commence à le faire. Ça Surtout commence avec l'IA. mais Là, ça justement, ça commence à se faire de plus en plus. Hein. L'IA va peut-être nous permettre de détecter ces signaux faibles, de les valoriser, et en fait, ça va se faire parce que mécaniquement, on a aussi comment dire? Une pénurie sur le marché du Mmh. travail de ces différents profils-là et donc ça peut commencer à avancer un petit peu. Si vous me permettez une autre anecdote, là, une autre entreprise que j'avais rencontrée, mais qui
c'était de l'agroalimentaire dans le Grand Est et le DRH me disait qu'il recrutait au poste de commercial que des anciennes caissières. Plus de 50 ans, 55 ans, qui, donc avaient perdu leur emploi à cause de notamment l'automatisation des caisses auto le développement des caisses automatiques. Il me disait: «Moi, je capitalise sur 3 de leurs compétences. Capacité de résilience, rester assis comme ça pendant plusieurs heures sans bouger avec un sourire, ça C'est dur. c'est une sacrée compétence. Capacité d'empathie assez forte, c'est-à-dire passer d'un enfant de 15 ans qui vient acheter des préservatifs pour la première fois tout penaud, avec juste après une mamie qui a du mal à remplir un chèque Mmh. ou qui a du mal à utiliser sa carte bleue, le faire en un switch comme ça, c'est une compétence qui est extrêmement Mmh. recherchée Du et travail émotionnel incroyable. exactement. Et troisièmement, capacité de comprendre les associations d'achat entre les consommations des biens. Donc de savoir que, bah, tel et tel produit est souvent acheté avec l'autre produit. Mmh. Et il me dit: «Cette intelligence-là, basée sur ces 3 compétences tacites-là, je la trouve pas chez des gens qui sortent de l'école, des écoles privées qui sont, à 10 000 à 15 000 € par an, qui sont pourtant dans le top 10, France, parce que c'est pas des choses qui s'apprennent à l'école, c'est des choses qui s'apprennent en situation de vie». Et il me dit: «Je recrute des commerciales qui ont ce profil-là, je leur donne une petite formation de 2 mois Mmh. sur le business language et cetera». Et il me dit: «En tant que commercial, non seulement elles ont doublé leur salaire par rapport à leur métier de caissière, mais elles ont 20 points de taux de réussite en plus que l'ont les majors de promo des grandes écoles de commerce». Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, d'une part, on leur a redonné confiance en elles, on leur a donné un deuxième avenir Et une professionnel. deuxième On leur a carrière donné confiance professionnelle, en eux, c'est tout à fait, on génial! les a valorisés Oui. et on a capitalisé sur des compétences qui ne sont pas sanctionnées par un diplôme. Et derrière, il me dit: «Bah, en fait, moi, ça me coûte», il me disait pratiquement: «Ça me coûte moins cher que de chercher, quelqu'un qui a 5, 10 ans d'expérience et qui est major de promo dans une grande école de commerce, même si elles sont très bien payées, et de 2, j'ai une relation humaine avec elles qui est forte et j'ai des gens qui sont à qui», il me dit: «Je peux te demander tout et n'importe quoi», parce qu'elles sont passées d'une situation où elles étaient très dévalorisées par Mmh. leur entreprise et par la société de manière générale. Parce que caissière aujourd'hui, selon le ministère du Travail, c'est le métier le plus difficile, en France, parce que c'est un métier qui est, non seulement vous avez beaucoup de troubles musculo-squelettiques, mais surtout beaucoup de risques psychosociaux, les RPS, et une dévalorisation complète du métier. Et c'est hyper intéressant de se dire qu'en fait, on est capable de valoriser justement des Oui. compétences tacites en allant au-delà du diplôme et du simple panier de qualification, et d'en faire vraiment des personnes qui sont extrêmement productives. Et pour finir, cette pénurie justement qui est imposée de manque de talent et de manque quelque part d'argent pour recruter des talents qui sont de plus en plus chers, va obliger, je pense, ces entreprises à pivoter leur logique de recrutement et d'aller chercher de faire justement des efforts en ingénierie et en réflexion, en ingénierie de recyclage de compétences, pour aller chercher des personnes qui n'ont pas forcément la qualification basique, ou en tout Oui. cas adaptée au poste, mais d'aller justement chercher des compétences tacites, aller les valoriser et aller les complémenter de compétences un peu plus techniques que l'on peut adapter au sein de l'entreprise. Mais dans tous les cas, il y a une forme de renouvellement ou de réécriture du référentiel, des emplois et des compétences, par rapport à ce qui se passe. Mais ça me fait sourire parce que, il y a quelques années, je m'énervais sur, la vague d'automatisation des caisses, parce que je trouvais que c'était trop facile et que dans pas mal d'autres pays que la France, on n'avait pas fait ce choix et que même quand il y avait des files, dont les États-Unis, des files avec, des caisses automatiques, il y avait toujours Mmh. des caissiers à côté pour dire bonjour, pour aider les personnes à mettre les affaires dans les sacs, pour, s'assurer du service client, des choses comme ça. Et c'est marrant parce que depuis pile après Covid, parce que j'ai l'impression que même la question de l'épidémie de la solitude est revenue et qu'on comprend qu'on est en train de perdre pas mal, le bienfait du retail Il y a après. un petit retour. Alors après, est-ce qu'il est fait, dans le sens où ça coûte très cher quand même d'acheter des caisses automatiques? L'investissement de base, est-ce qu'il y a besoin de le faire? Est-ce qu'il y a une il y a une, Il y a du demande, vol, hein. il y a On me l'a dit voilà, aussi. il y a Il y a du du vol à vol, l'étalage, hein. exactement, c'est ce que j'allais vous dire en deuxième. Ou troisièmement, est-ce que tout simplement c'est parce on en vient au problème de pas pouvoir adapter la plupart des profils, donc du coup de réallouer les compétences à droite et à gauche, parce que ça coûte très cher aujourd'hui de se séparer de personnes qui occupent le Mmh. métier de caissier ou de caissière, parce que le coût de licenciement est très important. Donc quelque part aussi, on rend captive cette demande-là, cette offre-là. Mais vous savez que moi, je suis en train de finir un essai sur cette question-là, et j'ai interrogé beaucoup de caissières justement sur leur métier. Moi, je suis fasciné du nombre Oui. qui me disent qu'elles adorent leur métier, mais qu'elles espèrent qu'il disparaisse. Mmh. Parce qu'elle me dit: «C'est un métier qui est d'une violence absolue». Elle me dit: «Des fois, je discutais il y a pas plus tard qu'il y a quelques jours avec une caissière qui me disait: "J'ai compté, j'ai eu 12 clients d'affilée qui sont passés, aucun n'a levé les yeux de son téléphone"». Et donc en fait, C'est mais terrible. on invisibilise en fait la personne, qui justement fait ce Oui. métier-là, et c'est pour ça que il est considéré aussi comme très pénible, parce qu'il y a cette invisibilisation qui est extrêmement violente. Et donc
c'est toujours la question de se dire: «Est-ce que si j'ai la possibilité d'automatiser un métier et de le faire disparaître, est-ce que je dois coûte que coûte le garder?» La réponse, à mon avis, doit être non. On se doit de faire disparaître cet emploi-là, surtout s'il est considéré comme pénible, à condition d'avoir un plan B, à condition d'avoir une solution de rechange. Ah, alors, sur, cette discussion, je pourrais rappeler effectivement, moi aussi, j'ai fait des interviews il y a pas longtemps avec, un représentant du personnel dans un magasin de grande distribution et il me disait: «Moi, j'ai aucun problème avec l'IA. Premièrement, parce que ça me permet d'éviter la pénibilité, des salariés, de mes collègues et deuxièmement, en fait, ça, revalorise leur travail comme si le fait de parce qu'il y a quand même un biais malgré tout dans la société française sur le travail manuel, Mmh. non intellectuel d'une certaine manière où voilà, c'est comme ça, c'est la construction, de la société et de sa culture et d'une certaine manière, ça revalorisait certains métiers, qui étaient, heu, pénibles et difficiles et invisibilisés effectivement socialement. Et qui va même plus loin, c'est que un petit chiffre, quand vous parlez des métiers manuels, par exemple, parlons de l'artisanat de manière générale qui représente un peu ce corps de métier-là, on a dévalorisé complètement l'artisanat et les filières professionnelles en France. Mmh mh. Mmh. Ça a été associé à un échec de partir en lycée techno Mmh. professionnel. Enfin, je pense qu'on a tous connu, quand on était au collège en disant: «Si tu as des mauvaises notes, tu partiras en bac pro». D Dans les faits, on a eu une augmentation de 108 des élèves qui sont partis dans les filières générales et une diminution de 17 des élèves dans les filières technologiques. Alors que c'était ces filières-là, en fait, qui étaient en plus pourvoyeurs d'emplois industriels et Bien donc sûr. on coupe avec la désindustrialisation. Par contre, ce qui est intéressant de noter maintenant, ça c'est un directeur de concession Porsche qui fait une conférence il y a pas très longtemps, qui me disait: «Il y a 20 ans, mes clients, c'était des médecins et des avocats, maintenant c'est des artisans». Bah oui. Parce qu'il y a une demande qui s'est, fait par la raréfication de ces talents-là, parce que vu qu'on a considéré qu'envoyer nos gamins dans ces filières-là, c'était pas bien et qu'il fallait absolument envoyer tout le monde en général, politiquement, c'était, vendu comme ça aussi, hein. Dans les années 80, on nous disait: «Il faut que 80 d'une classe d'âge soit diplômée du supérieur», sans se poser la question ni de la qualité des études derrière, ni de qu'est-ce qu'on faisait derrière, en se disant: «De toute façon, on transformera mécaniquement les diplômes en emploi». Bah, ça n'a pas été le cas. Et donc du coup, on a rarifié les flux justement vers les filières professionnelles et technologiques et aujourd'hui, ceux qui embrassent ces carrières-là, non seulement, se sont hyper spécialisés dans beaucoup de choses et donc du coup, font qu'ils ont un talent qui est très recherché. Aujourd'hui, enfin, vous prenez un serrurier ou un plombier, d'urgence sur Paris, vous avez des taux d'intervention qui sont supérieurs à certains avocats d'affaires à l'heure, hein. Oui, c'est Donc vrai. la question justement de quelle orientation professionnelle est-ce qu'on fait pour avoir une prospérité, Mmh. en termes de niveau de vie, elle est vite vue. Donc Ce qui on est rare et cher. ce qui est rare et cher et c'est ça qui fait qu'on a aujourd'hui une revalorisation justement des métiers de la main. Merci pour la transition. Les métiers de la main ne seraient-ils pas aujourd'hui menacés par toute, cette vague de robotisation, qui pourrait émerger, que ce soit de la Chine ou, des États-Unis, grâce aussi à la crise démographique, grâce à l'IA? Il y a pas mal de on va dire de facteurs qui se réunissent pour faciliter enfin, les humanoïdes, à l'assaut, du travail humain. Moi, j'y crois pas du tout pour 3 raisons. Premièrement, une question de coût. Ouais. Un robot humanoïde aujourd'hui, de ce que disent les études, c'est entre 300 et 800 000 $. Mmh. Voilà. Donc, je préfère quand même, même à 3 heures du matin, quand j'ai une fuite d'eau, un dimanche soir, appeler un plombier à 600 €, en urgence, plutôt que de m'acheter un robot humanoïde à 800 000 €, premièrement. Donc il y a déjà des questions de coût, qui font que mécaniquement, ça coûtera moins cher de faire appel à un humain sur certaines choses. Deuxièmement, il y a la question du savoir de pointe. Et ça, il y a des choses qu'on ne peut pas encore techniquement, de ce que je suis pas un ingénieur, mais j'écoute ce que nous disent les ingénieurs, qui ne sont pas capables d'être faits d'un point de vue précision par un robot. Les 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 activités les plus simples pour l'humain sont les plus difficiles pour le Exactement, moment, genre ouvrir une porte, nettoyer une table, remplir un verre d'eau, d même exactement. si on nous montre, pas mal de choses assez impressionnantes en vidéo, ce que j'ai compris, la plupart du temps, il y a un humain derrière, Voilà, qui peut je être dis pas téléguidé, derrière le robot, mais qui est derrière, téléguidé voilà, ou qui téléguide et qui, voilà, qui il n'est pas complètement autonome. et ça apporte un nom, on appelle ça le paradoxe de Moravec. Mmh mh. Hans Mmh. Moravec, c'était un ingénieur futurologue américain dans les années 90 qui disait:
il sera plus facile pour un robot de remplacer un neurochirurgien qu'un jardinier. Et en fait, pourquoi? Parce que, on retourne à ce qu'on appelle la question des savoirs tacites. Heu, Si je vous demande de décrire l'ouverture d'une porte ou le fait de verser de l'eau dans une carafe d'eau, est-ce que bah, tu prends la carafe, tu verses. Non, non, si je vous demande de décomposer votre geste de manière très précise, tu exerces une pression de tel et tel kilo sur la poignée que tu, vas incliner à tel et tel angle précisément pendant telle et telle durée et cetera et cetera. C'est extrêmement compliqué. C'est des choses qui potentiellement peuvent se mesurer, mais qui sont très difficiles à faire. Alors que sur des choses beaucoup plus techniques, par exemple, c'est pour ça qu'on parle beaucoup des métiers à valeur encyclopédique, type les avocats ou les médecins, c'est des choses qui sont beaucoup plus facilement automatisables parce qu'on part d'un arbre de décision qui lui est facilement, qui lui en tout cas peut se matérialiser. Autre chose, par exemple, si vous apprenez à jouer au tennis ou au judo, pas faites du judo, mais je fais beaucoup de judo par exemple, je peux m'entraîner, j'ai le même nombre d'années d'entraînement que Teddy Riner, je suis pas triple champion olympique individuel. Et même si Teddy Riner venait me donner des cours de judo, tous les jours pendant 8 heures par jour, je progresserais certainement, mais j'aurais jamais son niveau. Parce qu'il y a d'autres, même en gommant tous les Le aspects talent! physiques et cetera. Oui, le talent et la façon dont on le transmet. Ouais. Si par exemple, vous apprenez à jouer au tennis avec Novak Djokovic, il va vous apprendre, comment tenir la raquette et cetera, mais il y a quelque chose d'inconscient et quelque chose de tacite qu'il ne pourra pas vous apprendre. C'est-à-dire l'inclinaison qui va changer d'un petit degré, d'un demi-degré entre la façon dont il va tenir sa raquette et vous, c'est des choses qu'il ne pourra pas corriger parce qu'il ne pourra pas vous le dire, parce que c'est comme ça que je fais, c'est pas autrement. Un jardinier vous dit, bah, d'un coup d'œil, il est capable justement de vous dire, voilà tel et tel arbre, il est malade ou tel et tel arbre, il va, mais c'est des choses qui ne sont pas forcément mesurables. Il y a beaucoup d'études, notamment américaines, qui montraient cette idée des compétences tacites. Il y en a une qui était très intéressante et qui montrait qu'en fait, les pompiers, en général, arrivaient toujours à sortir des lieux 30 secondes avant l'effondrement des poutres lors d'un incendie. Parce que c'était justement cette intuition, qui du coup n'est pas un sixième sens, hein, mais qui est juste une lecture de signaux tacites et signaux faibles qui sont imperceptibles à l'œil, humain de manière empirique comme ça, qui donne l'impression de ce qui donne une information sur ce qui va se passer derrière. Et ça, c'est un savoir qui s'apprend par l'expérience. Et on revient avant sur la valorisation de l'expérience. C'est pour ça que je pense que l'humanoïde, là-dessus, ne pourra pas encore remplacer ce savoir-là, pour une raison très simple, c'est qu'on ne sait pas l'exprimer. Si on ne sait pas l'exprimer de manière claire, on ne peut pas le coder dans la machine. Et c'est Troisièmement, pardon, oui, pourquoi oui. les humanoïdes, c'est pour la dimension empathique. Tous les métiers, notamment du care, de l'empathie et de Oui. l'accompagnement, je pense, ne se feront pas par un humanoïde pour tout. Et pourtant, c'est ce qui coûte aujourd'hui. C'est pour C'est ce ça, qui c'est même coûte, le plus gros vivier pour lequel on tout à fait. pense. On pense, malheureusement, hein, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais on pense aux EHPAD, Mmh. on pense aux hôpitaux, on pense aux écoles. Moi, j'ai eu des conversations avec des amis ingénieurs qui me disent: «Mais quel est le problème à mettre un enfant face à un robot?» Mais alors, face à un robot, on pourrait le faire, en tout cas Pour le garder. pour certaines choses, mais si on redescend un peu plus bas, est-ce que les gens seraient prêts à laisser leurs enfants à un Mmh. ro à un, leur nourrisson à un robot? C'est vrai qu'il y a pas mal de sociétés, en l'occurrence, qui sont intéressés et qui montrent d'ailleurs en situation des personnes âgées, heu, pour la question de l'autonomie, dans leur maison, tout ce qui est lié à la domesticité, même la gestion du feu, en Mmh. fait, toutes les problématiques liées, en fait, aux accidents domestiques, et qui peuvent, même créer effectivement même les troubles heu, Musculo-squelettique. musculo-squelettiques, qui sont coûteux aussi pour, la société et pour les personnes, hein. Mais ça pourrait être une aide. Par exemple, Oui. les Japonais font beaucoup ça dans leurs EHPAD. Ils cèdent de petits robots, notamment en forme de phoque, pour les patients atteints d'Alzheimer, ou pour les enfants qui souffrent d'un trouble autistique. Ils le font parce que quand le soignant justement a besoin d'avoir, un acte répété, d'attention et cetera, que le soignant ne peut pas apporter parce qu'il a une productivité déclinante, hein, il est soumis au rendement décroissant alors que le robot ne l'est pas. Là, il peut justement offrir une aide, mais en complément du Mmh. soignant et pas juste, donc on pourra avoir dans certains cas une complément une Oui, un complément qui, voilà, une complémentarité. complémentarité très importante, mais je pense que le côté, remplacement total sur certains métiers, artisanat et empathie, des métiers à dimension empathique, j'y crois pas. Après dans d'autres métiers, oui, dans les entrepôts, par exemple, on aura des robots, alors pas forcément C'est déjà le humanoïdes, cas. c'est déjà le cas et qui vont se multiplier. On aura le développement des robots taxis, des robots autonomes, des Les voitures drones, autonomes, de des livraison. drones. Il y a plein de choses effectivement où le robot, pas forcément Android, parce qu'en plus là encore les ingénieurs vous disent que le format Android n'est pas forcément le format qui est le plus ergonomique pour la plupart des robots selon leur destination, notamment industrielle. Mais on va avoir effectivement ces remplacements-là. Mais pour tout ce qui concerne l'artisanat et les métiers empathiques, moi j'y crois pas pour les raisons, qu'on vient d'évoquer. Bon.
Bah, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va passer au fameux passage du livre, «Les robots, mon emploi et moi». Ça tombe bien, c'est votre livre. Qui Heu, date un petit peu, mais oui, mais on attend votre prochain. On attend votre prochain. Vous nous avez pas dévoilé le quel sera le titre du prochain alors? je le garde encore, au chaud. Oh Mais là, vous il sortirait vers quand? j'espère là en début d'année prochaine. Génial, bah, on a hâte. Vous reviendrez alors? Je reviendrai avec plaisir pour en parler. Donc le passage choisi pour, ce livre: «L'économie n'aime pas le vide. Lorsqu'une technologie vient remplacer une tâche professionnelle, de nouvelles tâches émergent autour de cette technologie». C'est ce que l'économiste Joseph Alois Schumpeter appelle la grappe d'innovation. Si l'innovation peut être vue comme un gigantesque astéroïde, elle sera obligatoirement suivie de petites comètes dans son sillon. Ça tombe bien, il y a Artémis. Et c'est de cette grappe que vient le côté création dans le concept destruction créatrice. Un peu plus tard, l'innovation schumpeterienne est donc vue comme, comme un préalable au processus de croissance. Elle est par nature une innovation disruptive, contrairement aux innovations incrémentales qui, elles, arrivent en grappe, qui va complètement chambouler une économie en faisant disparaître des pans entiers de son activité et en faisant émerger d'autres. Ce concept de destruction créatrice est à la base des cycles économiques caractérisés par l'introduction au plus bas du cycle d'une innovation majeure, la machine à vapeur, l'électricité, Internet et maintenant le numérique. Maintenant, on pourrait ajouter l'IA, n'est-ce pas? Nul doute que cette révolution correspond à un nouveau cycle. Elle est à la fois disruptive en termes d'activité économique et elle intervient au creux d'un cycle, comme celui après la crise de 2008 qui a plongé l'économie mondiale en récession. Et j'ai trouvé ce passage très intéressant parce que d'une certaine manière, on refuse les creux de cycle. Je pense qu'on y est. Rapidement, si vous étiez un outil de travail, Je dirais un crayon à papier. vous étiez un métier, Cuisinier, si vous étiez une expression du travail, mettre la main à la pâte. qu'est-ce qui vous rend à bout de taf? Les process. Inutile. Process inutile. Les process inutiles. Merci beaucoup, Erwan. Merci. Merci à vous, chers auditeurs. N'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager autour de vous. J'espère qu'avec ça, vous avez appris qu'il est largement encore trop tôt pour dire que la technologie va dominer notre travail et que l'humain reste encore à la tête. Merci et à bientôt.